Bonjour à tous, bienvenue au Forum PHP pour cette troisième session de la matinée. Petite question pour commencer, qui a déjà été devant un programme qu'il était en train de faire, ou devant, encore pire, une production, et s'est retrouvé complètement bloqué, mode ça crache, ça freeze, je ne sais pas quoi faire? Ok, eh ben, ce talk, c'est un retour d'expérience sur la dernière fois que ça m'est arrivé. Et ce que je vais essayer de faire lors de cette conférence, c'est de vous donner quelques trucs et astuces qui vont vous aider à vous sortir de ce type de situation, en particulier quand on est en terrain inconnu, c'est-à-dire qu'on est en train de débugger un machin qui n'est pas dans les langages qu'on a l'habitude d'utiliser, etc. Et puis en profiter aussi euh, pour découvrir un petit peu plus le fonctionnement interne du moteur d'exécution de PHP. Donc, je m'appelle Kevin Dinglas, je suis le cofondateur de letilleul.coop, qui est un stand un peu plus loin là-bas dans le salon. N'hésitez pas à venir nous voir. Donc, je suis le créateur de deux outils que vous avez peut-être déjà utilisés. FrankenPHP, qui est en fait le contexte dans lequel j'ai eu ce problème, qui est un serveur d'application pour PHP. Donc, en gros, ça inclut un serveur web et l'exécuteur PHP directement dans le même binaire, et ça va s'exécuter dans le même process. Et puis API Platform, qui est un framework qui permet de créer facilement des projets API First. Je suis aussi co-mainteneur de Kadi, qui est un serveur web écrit en Go, sur lequel est basé FrankenPHP. Donc il y a bien sûr un peu de lien entre tous ces projets, et de Symfony, que vous connaissez tous certainement. Et j'ai déjà dû contribuer à d'autres projets dans d'autres langages de programmation. En particulier, j'ai contribué un petit peu à PHP lui-même, qui est écrit en C, principalement en C en tout cas, parce qu'il y a quelques extensions qui sont un peu en C++. Et c'est le cadre de ce talk. J'ai aussi fait un commit sur Xdebug que je vais vous présenter du coup aujourd'hui. C'est l'histoire d'un commit, un petit peu ce talk. Donc chez les Tilleuls, on fait principalement du développement en PHP, en JavaScript et dans quelques autres langages. Et je pense comme un peu tout le monde maintenant, on a des stacks assez complexes en production avec du Docker, du microservice écrit dans différents langages, etc. C'est aussi un peu l'objet de ce talk, d'essayer de voir comment on s'en sort quand on tombe sur le microservice qu'on n'a pas fait et qui plante. Et qui est écrit en Rust, par exemple. Je ne sais pas, un truc comme ça. On fait aussi du DevOps et du SRE, pareil. C'est un peu la croisée de tout ça, ce talk. L'un des trucs que j'aimerais bien que vous soyez capable de faire après ce talk, c'est de vous connecter à un serveur en SSH et d'essayer de trouver qu'est-ce qui fait que ça ne répond pas pour les utilisateurs. Et on fait pas mal d'autres trucs. Bon, voilà, on est une société coopérative, c'est-à-dire que la boîte appartient intégralement aux gens qui travaillent dedans, qu'on décide de manière démocratique de comment elle fonctionne, des décisions qui sont prises, et que les bénéfices sont répartis équitablement en fin d'année. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir au stand. Alors, c'est l'histoire d'une situation qui s'est produite assez récemment où je me suis retrouvé comme quand je commençais à programmer il y a assez longtemps maintenant, malheureusement, à savoir, oula, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, première chose que j'essaye de faire quand je suis dans ce genre de cas, c'est que je me suis fait un genre d'arbre de décision qui me permet d'essayer de savoir de manière probabilistique où est-ce qu'est le bug et où est-ce qu'il faut commencer à chercher. Du coup, dans la plupart des projets modernes, on utilise tout un tas de bibliothèques, de couches de base, de frameworks. Donc, dans vos projets, vous avez probablement Symfony, Laravel, WordPress, un truc comme ça, qui eux-mêmes utilisent des langages de programmation, etc. Alors, l'arbre de décision, là, du coup, c'est d'abord, est-ce que le bug est sur... Oula, pardon, qu'est-ce qui se passe? Hop, désolé. Le bug est dans Google Slides ou dans ma télécommande, probablement dans la mauvaise utilisation que j'en ai fait. Bonne illustration, on réessaye, OK. Est-ce que déjà le bug, il est dans mon projet ou pas? Si c'est sûr qu'il est dans mon projet, pas besoin de débugger un projet open source, a priori, il est dans mon projet. Si j'ai l'impression que c'est dans une bibliothèque que j'utilise, ce qui est les bugs généralement plus embêtants à corriger parce qu'on se dit, ouais, c'est dans les vendors, c'est dans un truc que j'ai installé, ça va être un peu chiant. Première question, est-ce que la bibliothèque en question est populaire? Si c'est Symfony, Laravel, un truc comme ça, c'est peu probable que si je suis dans le Happy Path,
que le bug soit dans cette bibliothèque-là parce qu'elle est très utilisée. Si en revanche, c'est un truc qui était hyper pratique et dont je remercie l'auteur de l'avoir mis sur GitHub, mais qui a une étoile et qui n'a jamais été utilisé, c'est probable que le bug soit dans le code de cette bibliothèque moins populaire. C'est aussi probable que c'est moi qui l'ai utilisé n'importe comment. C'est 50-50, quoi, grosso modo. Donc, première question, est-ce que la bibliothèque est populaire? Si elle ne l'est pas, bah, ça ne me donne pas trop d'indications. Je ne sais pas trop si c'est moi qui l'ai mal utilisé, qu'il faut que je regarde dans mon code à moi, ou si c'est un bug dans la bibliothèque elle-même et qu'il va falloir que je la débug, que je fasse un report de bug au mainteneur de la bibliothèque, etc. Si elle est populaire, est-ce qu'il y a une nouvelle version de cette bibliothèque qui a été publiée récemment? Si oui, bah, quand on sort des nouvelles versions, là, on a sorti API Platform 4 récemment et on a introduit plein de bugs qu'on est encore en train de corriger. Du coup, là, il y a une manière assez simple de savoir si c'est moi qui ai mal utilisé la bibliothèque ou si c'est un bug qui est dans la bibliothèque, c'est de downgrader à la version précédente. Si ça règle le bug, c'est très probablement que le bug est dans la bibliothèque et que je peux faire un rapport de bug au mainteneur du projet, voire même essayer de trouver moi-même le problème et de proposer un patch, ce qui est l'idéal dans le cadre d'un projet open source. Si downgrader, ça ne change pas, bah, je suis pas avancé. Il y a toujours le problème, je ne suis pas avancé. Ensuite, je me demande, OK, la bibliothèque que j'utilise, est-ce que je suis en train de l'utiliser de manière complètement classique, comme dans le README de la documentation? Auquel cas, tout le monde fait comme moi et le bug est très probablement dans mon code. C'est probablement moi qui ai mal lu la doc ou qui n'ai pas utilisé le truc comme il faut. Ou est-ce que je suis en train d'utiliser le truc de manière un peu bizarre? J'utilise des classes qui ne sont pas vraiment documentées, je détourne un peu la bibliothèque de son usage, etc. Auquel cas, bah pareil, je ne suis pas très, très avancé. Le bug peut être dans mon code, mais aussi dans la bibliothèque parce que ce cas-là n'est pas vraiment prévu. Si je suis dans le cas standard, ce que je peux faire là, c'est assez facile. Si j'utilise une bibliothèque populaire et que je suis en train de l'utiliser comme il faut l'utiliser de manière assez classique, normalement, je ne devrais pas être le seul à avoir eu le problème. Donc, on va sur GitHub ou GitLab, on regarde s'il y a eu des bugs similaires. S'il y en a, il y a probablement quelqu'un qui a trouvé un workaround ou il y a probablement un patch qui est déjà ouvert, ça va m'aider. S'il n'y en a pas, c'est probablement que c'est moi qui suis en train de faire n'importe quoi. Et bon, je vais regarder encore une fois dans mon code comment j'utilise la bibliothèque, relire la doc, être sûr que je n'ai pas fait n'importe quoi. Bon, voilà, à la fin, j'ai grosso modo une idée de est-ce que le bug il est dans la bibliothèque que j'utilise ou est-ce qu'il est dans mon code. Ce qui va changer la démarche que je vais avoir après, parce que s'il est dans mon code, il n'y a personne qui va pouvoir m'aider. S'il est dans la bibliothèque, il va falloir que je discute et que je communique avec les mainteneurs du projet, la communauté du projet, etc., pour essayer d'identifier le problème et de le corriger. Vous me suivez jusque-là? Bon, voilà, c'est un peu boulot en tant qu'utilisateur. Après, j'ai contribué et je suis mainteneur de pas mal de projets open source. Du coup, j'ai refait cette arbre de décision, mais du point de vue du mainteneur du projet. Là, c'est beaucoup plus simple. Grosso modo, c'est combien j'ai de notifications sur GitHub. OK, il y a un nouveau bug. Qui est-ce qui l'a fait? Bon, c'est un gars qui contribue super souvent, il connaît bien le projet. Il y a probablement un problème dans ma bibliothèque. Bon, c'est un mec, je ne comprends même pas ce qu'est le rapport de bug. Il a probablement mal lu la doc, je verrai plus tard. Après, le bug, finalement, il y a de plus en plus de push jaunes. Il y a 2-3 personnes qui ont ouvert le bug en duplicate. Ouais, c'est un peu bizarre. Il y a probablement un bug dans ma bibliothèque. Et après, il y a le cas où j'ai plein de notifications. A priori, les projets de tout le monde sont pétés. Là, c'est sûr que j'ai fait une connerie et que ma bibliothèque a un bug dedans qu'il va falloir corriger. Bon, vous voyez, en tant que mainteneur, finalement, c'est un peu plus simple. On fait un peu à la popularité. C'est un peu dommage, mais on n'a pas le temps de traiter, en tout cas sur les projets populaires, tous les reports de bugs. Il y en a beaucoup qui sont de mauvaise qualité, qui sont juste des mauvaises lectures de la doc, de mauvais usages. Du coup, malheureusement, ça marche à peu près comme ça. Au cours de ce talk, je vais essayer de vous montrer comment faire de vous montrer comment faire un bon rapport de bug qui donnera plus de chances que votre bug soit traité par le mainteneur si jamais le problème est vraiment dans la bibliothèque. OK, alors reprenons ma petite histoire de comment je me suis retrouvé à contribuer à Xdebug, qui est un débugger. C'est assez rigolo quand même. Ça commence comme tous les matins, café, GitHub, report de bug, bizarre. Dit en gros, j'ai installé Xdebug et ça marche pas. Alors que moi, bon, j'utilise Xdebug, j'ai jamais eu le problème. Et il y a le co-mainteneur du projet Symfony Docker qui vient avec Xdebug par défaut, qui voit le rapport de bug un peu pas très détaillé, etc. Et qui dit je comprends pas le problème et qui ferme l'issue. Bon, jusque là, il y en a 40 comme ça par jour, rien d'inhabituel. Sauf que sur un autre projet, qui est Laravel Octane, qui est un truc qui permet d'utiliser un mode worker pour améliorer les performances de Laravel, mais qui est un projet officiel. Il y a un bug un peu similaire qui est ouvert pas longtemps après. Pas longtemps, c'est quand même quelques semaines.
Pareil, en installant Xdebug, j'ai des freezes. Là, je me dis, c'est bizarre, ça ressemble quand même fort au bug qu'il y a eu sur Symfony Docker. Parce que les deux utilisent FrankenPHP. Et les deux utilisent Xdebug. Bon. Mais pour l'instant, ça fait que 2 reports de bugs. Il va falloir suivre un peu, mais c'est pas sûr. D'autant plus que moi, sur ma machine, ça marche. Jusque-là, voilà. Et puis, sur différents projets qui utilisent FrankenPHP, sur FrankenPHP lui-même, il commence à y avoir plus d'issues ouvertes, des duplicates, plein de pouces, etc. Bon, il y a vraiment un problème. Assez vite, on trouve qu'il y a une nouvelle version de PHP qui est sortie. Ça va être important pour nous mettre sur une mauvaise piste. Et que ça a l'air d'être avec cette nouvelle version de PHP que le problème a lieu. Donc pareil, là, en tant que mainteneur, on se dit, bon, est-ce que c'est dans mon projet qu'il y a un problème ou est-ce que c'est dans l'une des nombreuses dépendances de ce projet? C'est assez difficile à déterminer aussi. OK, donc là, si je reprends mon diagramme en tant que mainteneur, je me retrouve dans la situation où, bon, bah, faut que je regarde quand même parce que ça commence à embêter pas mal de monde. OK, mais déjà, c'est quoi Xdebug? Qui parmi vous a déjà utilisé Xdebug? OK, bon, bah, on va pouvoir passer ces slides-là, c'est bien, j'étais un peu short en temps. Bon, concrètement, c'est un outil qui est vraiment quasi indispensable pour développer avec PHP ces jours-ci. Ça permet de faire du step debugging, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez mettre un breakpoint, cliquer, mettre un petit point rouge dans la marge d'une ligne de code et bloquer l'exécution du code à cet endroit-là. Regardez le contexte. Quelles sont les variables qui sont définies, exécuter du code, voir l'ensemble du chemin qui a permis d'accéder à cette fonction. C'est hyper pratique pour trouver un bug et puis aussi pour explorer des projets qu'on ne connaît pas. Moi, j'utilise beaucoup comme ça. Ça améliore aussi les fonctions de gestion d'erreurs de base de PHP. Donc, vous savez, quand vous installez Xdebug, vous avez des beaux tableaux HTML orange avec vachement plus de détails que le PHP de base quand vous avez un plantage, une erreur, etc. Ça permet de tracer toutes les fonctions qui ont été appelées lors de l'exécution de la requête ou du script PHP. Ça permet de faire du profiling, donc à la Blackfire, etc., mais en open source, peut-être avec une UI un peu moins sympa aussi, mais en tout cas, ça marche plutôt bien. Et ça permet de faire du code coverage pour savoir, si vous avez des tests unitaires, ce qui est mieux, hein, on ne va pas se mentir, si vous couvrez bien un pourcentage significatif du code. Cet outil, il est préinstallé dans Symfony Docker, dans API Platform et dans Laravel Herd. Du coup, si vous utilisez l'un de ces projets, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas l'utiliser. Et sans quoi, c'est depuis la version 3, en tout cas, beaucoup plus facile à installer que dans les versions précédentes et vraiment un truc à mettre sur vos machines. Côté IDE, pour que ça marche, c'est plus facile de l'utiliser via un IDE ou un éditeur de code. Bah, ça utilise un protocole standard, donc c'est supporté nativement par PHP Storm. C'est supporté très bien aussi par VS Code où il faut juste installer un plugin et grosso modo ça marche. Et on peut même le configurer pour le faire marcher avec VI, NeoVim, etc. Grosso modo, ça ressemble à ça. Donc, la capture d'écran est un peu vieille, mais là, je suis dans API Platform. J'ai mis un breakpoint, j'ai utilisé le client REST intégré à PHP Storm pour lancer une requête. Je l'ai arrêté à l'endroit où je voulais. Je peux voir que directement dans l'IDE, je peux voir la stack trace, comment je suis arrivé là. Et puis le contexte local, quels sont les états, les valeurs de l'objet courant, des super globales, etc. Donc c'est hyper pratique. Mais ça ne marche pas, en tout cas ça ne marchait plus dès qu'on utilisait FrankenPHP, ce qui est un petit peu embêtant. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails dans à quoi ça sert et comment ça marche Xdebug. Derrick était aussi à la conférence API Platform il y a quelques semaines à Lille et a fait un super talk là-dessus qui sera très bientôt disponible en vidéo sur la chaîne YouTube d'Ethiel. Du coup, si vous voulez voir les nouvelles fonctionnalités et même comment ça marche Xdebug, allez voir le talk de Derrick. OK, donc, problème, je me retrouve avec un bug qui a l'air d'être plus ou moins lié soit à un truc en C, soit à un truc en Go. Et j'ai jamais regardé le code de Xdebug de ma vie. Le code de PHP, je le connais un peu mieux parce que j'y ai contribué, mais enfin, faut aimer les macros et il faut quand même, enfin voilà, c'est du code quand même assez complexe. Donc, grosso modo, je me retrouve à peu près dans la situation de quand j'ai commencé la programmation. J'ai aucune idée de ce qui se passe, mais ce serait bien de trouver le problème. Je vais essayer de vous montrer comment j'ai fait et comment on peut essayer de refaire la même chose sur n'importe quel projet, dans n'importe quel langage. Vous voyez, c'est un truc en C. Moi, bon, j'en fais pas mal, mais j'aurais pu trouver ce type de problème et n'importe qui aurait pu trouver le problème, pas forcément le corriger, mais au moins l'identifier avec ce genre de technique, même sans avoir aucune connaissance de C. Alors, première étape, contacter les gens qui connaissent vraiment bien le projet. Là, j'ai mentionné Derrick sur GitHub en me disant bon, le truc a l'air bizarre. Ça utilise
Ça n'a lieu qu'avec FrankenPHP, a priori, dans les versions récentes de PHP. Et FrankenPHP a une particularité, c'est qu'il utilise le mode ZTS de PHP, sur lequel je reviendrai un petit peu plus loin dans le talk. Et Derrick, du coup, sympa, parce qu'il peut recevoir 1000 comme ça, des notifications par jour, donc ce ne serait pas étonnant qu'il ne réponde pas, parce que c'est du taf, et ce n'est pas forcément payé de faire la maintenance de projets open source, donc je lui en aurais pas voulu, mais là, en l'occurrence, il a été cool, et il a répondu, il a dit il y a des bugs qui pourraient être liés, qui ont été reportés avec Apache, qui utilise aussi le mode ZTS dans certains cas. Sous Windows, c'est peut-être lié, mais sans avoir de stack trace, mot important, ça va être difficile d'aller plus loin et de déterminer quel est le problème. OK. Du coup, essayons de récupérer cette stack trace et d'essayer de voir ce qui se passe, avoir une idée de d'où vient le problème. Tout ce que je vais vous montrer là, normalement, vous pouvez le faire. Ce talk, à la base, c'était plutôt prévu comme un atelier. Du coup, vous pouvez le faire si vous sortez vos laptops. À la fin du talk, vous devrez être en mesure de débugger ce genre de trucs sur vos machines sans trop de soucis. Si vous êtes sous Linux ou sous Mac, sous Windows, je ne sais pas, j'ai jamais utilisé. Alors, la première étape pour débugger n'importe quel bug, c'est d'arriver à le reproduire. Parce que là, moi, sur ma machine, pour l'instant, bah, j'ai pas le problème. Donc, je suis un petit peu embêté. Et quand même, j'ai installé exactement les mêmes versions que les gens, et j'ai toujours pas le problème. Donc, la première étape qui va aider énormément, c'est d'arriver à créer quelque chose pour reproduire le bug, et si possible, de faire un reproducteur qui est le plus minimaliste possible, avec le moins de code, le moins de dépendance, parce que moins il y a de choses d'installer, plus je peux essayer de cibler d'où ça vient. Là, dans mon cas, est-ce que ça vient du code de l'utilisateur? Est-ce que ça vient de FrankenPHP qui est écrit en Go? Est-ce que ça vient de PHP dont une nouvelle version vient de sortir? Ou est-ce que ça vient d'Xdebug? Bonne question, c'est ce qu'on essaye de savoir. Plus je vais éliminer de trucs en les installant pas, plus je serai sûr que le bug n'est pas là-dedans. Et jusque-là, normalement, c'est à peu près logique. Alors, avec l'aide des contributeurs, il y a en fait quelqu'un dans une des issues qui a dit bon, bah, moi, j'arrive à avoir le problème juste avec ces 3 lignes de code. Déjà, ça aide beaucoup. Surtout que dans ces 3 lignes, elles sont très simples, donc ça c'est bien. Mais il y en a une qui n'est pas complètement anodine, on va voir pourquoi après, qui est error reporting. Alors, qui voit ce que ça fait que cette première appel de fonction là, error reporting 0? Quand même pas grand monde, ok. Alors en fait, PHP vous permet de configurer dans php.ini, mais aussi au runtime, via cette fonction, quelles sont les erreurs qui doivent être affichées à l'utilisateur, les notices, les warnings, etc. via cette fonction. En production, il faut les désactiver. Et il peut y avoir des cas où, par exemple, les fonctions système, elles vont lancer des notices qu'on ne peut pas vraiment éviter, sauf en mettant un arrobas dessus, parce qu'elles sont anciennes, etc. L'appel de fichiers, ouverture, lecture de fichiers, etc. Du coup, il peut y avoir des cas où, dans le code, on désactive les erreurs et on les réactive après, parce qu'on sait qu'il y a un bout de code, disons, legacy ou bas niveau, qui pourrait lancer une notice. C'est le cas, entre autres, des fonctions fopen, etc. OK, donc juste avec ce bout de code-là, en installant FrankenPHP avec Xdebug et en lançant le serveur, eh ben, ça plante une fois de temps en temps. Mais ça plante quand même une fois de temps en temps. Donc, ça déjà, c'est vraiment la première étape, c'est de faire le boulot, de reproduire le code qui fait planter, d'essayer de le reprendre quasiment ligne à ligne jusqu'à trouver les quelques lignes qui déclenchent le programme. Alors un debugger comme Xdebug, c'est hyper pratique pour ça parce que quand le programme va s'arrêter, il va vous indiquer la ligne à laquelle il s'est arrêté. Donc en cas de plantage, souvent, c'est pratique parce que la ligne d'avant, généralement, c'est la fonction, le truc, la boucle qui fait planter le programme. OK jusque-là? Alors, quand même, comment il a fait l'utilisateur pour savoir que c'était error reporting? Là, il n'y a pas trop de secret. Il a testé. Il a vu que dans son code, c'est quand il chargeait telle bibliothèque. Dans telle bibliothèque, à un moment, dans un fichier, il y avait un appel à error reporting. Il s'est dit, je vais faire un fichier avec juste appel à cette fonction-là. Bam, même problème. Il a fait une grosse partie du boulot. OK. Alors, l'étape suivante, maintenant qu'on a un reproduceur, c'est d'essayer d'utiliser les outils qui sont à notre disposition pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui déclenche le mauvais comportement du programme. Du coup, c'est d'essayer de collecter des preuves, collecter des détails qui vont nous permettre à la fin, si tout va bien, de trouver le souci. Alors, là, si c'était un problème qui était à coup sûr dans le code PHP, de Symfony, de Laravel ou autre, on n'aurait pas forcément besoin de ces étapes-là, parce qu'un outil comme Xdebug permet de savoir où on s'est arrêté, quelles sont les fonctions qui ont été appelées avant, est-ce qu'il y a une boucle qui a été lancée plein de fois, etc., et d'avoir pas mal de ces preuves.
Là, c'est un peu chiant parce qu'on est en train de débugger le débugger. Donc déjà, on ne peut pas l'utiliser vu qu'il plante. Ça, c'est un peu embêtant. Et en plus, bon, vu le souci, il y a quand même de grandes chances que ce soit dans un truc en Go ou en C, pas vraiment dans le script PHP lui-même, dans une couche un peu plus basse. Ceci dit, ces langages de programmation-là fournissent aussi des outils similaires qui permettent de débugger les choses. Et en particulier, il y a un outil magique qui s'appelle The GNU Debugger, GDB, qui est un debugger système qui permet de débugger n'importe quel langage de programmation compilé. Alors ça marche très bien pour C et C++, mais ça marche aussi, surtout via plugin, avec des langages comme Go, Rust, etc. Grosso modo, tout ce qui est du langage compilé, donc pas PHP ou pas Python, etc., on va pouvoir regarder ce qui se passe en mémoire, regarder quels sont les appels de fonction qui sont effectués, l'arrêter, mettre des breakpoints, etc. Grosso modo, ça marche pour Xdebug, mais sur un langage compilé. OK, jusque-là, on verra que c'est pas si compliqué que ça à utiliser. Problème, quand on utilise les distributions Linux classiques ou qu'on utilise Docker, là, dans mes problèmes, c'est que des utilisateurs de Docker. Ça, c'est vrai que c'est un détail important aussi. Ça aurait pu être Docker, la source du souci. Malheureusement, les programmes sont en mode prod. C'est-à-dire qu'ils ont été compilés de manière optimisée pour être le plus rapide possible, et que tous ce qu'on appelle les symboles de débugage ont été retirés. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je peux lancer mon programme avec un débugger, mais par contre, toutes mes stack traces, toutes mes variables, etc., ça va juste être des adresses, des numéros, des chiffres, des adresses mémoire qui vont correspondre à des données dans le stack, le heap, etc. Donc c'est possible de débugger avec ça, mais c'est vraiment pas pratique. Si j'avais ce qu'on appelle les symboles de débugage, en gros, c'est l'équivalent des source maps en JavaScript, automatiquement, les outils seraient capables de dire « Ok, cette adresse mémoire, en fait, ça correspond à telle fonction dans le fichier machin.c ou machin.go ou machin.rust », et ce serait tout de suite beaucoup plus lisible, d'autant plus si je ne connais pas le langage de programmation que je suis en train de débugger. Parce que forcément, le langage de programmation, c'est quand même plus lisible pour les humains, même du C, que juste des adresses mémoire en hexa. Alors, du coup, l'idéal, c'est d'essayer quand même d'avoir la possibilité de récupérer les backtraces. Quand j'utilise les distributions Linux avec les paquets qui sont officiels, la plupart d'entre elles, en tout cas les grosses comme Debian et Red Hat, fournissent les symboles de débugage. Et sur Debian, c'est vraiment génial. Je vous invite à aller voir cette doc là sur le site de Debian. En gros, il y a un one-liner à taper dans sa console. Ça va installer automatiquement tous les symboles de débugage pour tous les programmes que vous avez choisis, voire pour tous les programmes du système. Et après, vous allez pouvoir utiliser les outils de debug hyper facilement, avoir des stack traces très lisibles. Malheureusement, avec les images Docker, il n'y a pas en tout cas les images Docker officielles pour PHP, il n'y a aucune manière de récupérer les symboles de débugage. La PHP Foundation est en train de bosser dessus, comme sur plein de sujets. Ils sont en train de discuter avec Docker. Il y a une issue ouverte là-dessus, la 1538 sur le GitHub des images Docker. N'hésitez pas à les mettre un pouce parce que ce serait hyper pratique pour plein de cas d'avoir les symboles de debug. Alors, de toute façon, dans tous les cas, moi, ce que je préfère faire dans ce genre de cas, c'est recompiler les versions depuis les sources, ou si c'est du PHP, de télécharger les sources avec composer-préfère source. Pourquoi? Déjà parce qu'en le compilant moi-même, je vais pouvoir activer les symboles de débugage, mais aussi je vais pouvoir désactiver toutes les extensions, les fonctionnalités optionnelles, etc., qui servent à rien, qui pourraient brouiller un peu les pistes. Plus j'ai quelque chose de minimaliste, plus j'ai de chances de trouver facilement le problème. Et puis la deuxième raison pour laquelle je préfère repartir toujours des sources, c'est que si en débuguant, j'arrive à trouver une solution, ou en tout cas je me dis que là, en inversant un if ou en rajoutant une ligne, ça pourrait régler le problème, je peux juste faire le patch, recompiler, tester si ça règle le problème ou pas, et éventuellement envoyer direct, plutôt qu'un bug report qui est déjà très bien au mainteneur du projet open source, un patch, même s'il n'est pas parfait, ça va l'aider encore beaucoup plus. Donc moi, je préfère partir des sources. Donc là, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. En gros, je suis allé sur le site de PHP, j'ai lu la doc comment installer PHP depuis les sources. J'ai cloné le dépôt guide de PHP. J'ai lancé le script build-conf, j'ai sorti ça de la doc. Ça génère juste le script configure. Le script configure, il permet de passer les options dont on a besoin, activer les extensions, etc. Les 3 premières lignes, ça vient de la doc de FrankenPHP. Il dit il faut ces options-là de PHP pour utiliser FrankenPHP. Et la dernière ligne, elle permet d'accéder toutes les fonctionnalités de debug de PHP. Ensuite, classique, make, je compile, make install, j'installe ça dans user local sur mon système. OK? Normalement, même si vous n'avez jamais fait de C,
ça va. C'est toujours pareil sur tous les programmes en C, en C++, grosso modo. Ensuite, il faut compiler Franken.php pour utiliser cette version de PHP. Bon, là, c'est du Go, c'est un peu plus facile. Pareil, ça vient de la doc de Franken.php. Je clone le dépôt. J'ai quelques variables d'environnement à régler pour lui dire où est ma version compilée localement de PHP, plus des flags à passer au compilateur de Go qui sont dans la doc aussi. Hein, ça, je l'ai pris de la doc de Franken.php. Ensuite, Go build. Et voilà, j'ai un serveur web qui contient PHP que je peux lancer et qui a été compilé complètement localement et qui a les symboles de débugage. Et finalement, il me faut Xdebug. Même opération, je vais depuis le code source. Alors, je vous spoil la fin, mais c'est une happy end. Du coup, il faut prendre une version où il y a le bug, sans quoi ça ne marche pas pour reproduire. Et puis ensuite, une extension PHP, quand on veut la compiler depuis les sources, on peut utiliser le script phpis, qui va en gros reprendre les options de configuration de PHP et générer le script de configuration qui va bien avec les mêmes options pour l'extension. C'est un truc standard dans les extensions PHP. Ensuite, pareil, configure, make install. Là, dans mon cas, il n'y a pas besoin, mais voilà, si vous voulez installer au niveau global. Et voilà, là, j'ai Xdebug. Finalement, Franken.php, c'est lire le php.ini du même dossier que où vous le démarrez ou le global. Là, pour faire le plus minimum possible, je crée un php.ini dans le même dossier où je charge juste mon Xdebug que je viens de compiler et j'active Xdebug. Les deux options, là, elles disent, voilà, active Xdebug sur toutes les requêtes. OK. Alors, on va tester. OK, donc j'ai fait les mêmes étapes sur mon ordinateur. Moi, je suis sur Mac, donc j'ai dû ajouter 2-3 flags qui sont aussi dans les documentations, mais sans quoi c'est pareil. Et sur Mac Apple Silicon, GDB ne fonctionne pas. Ça, c'est un peu chiant. Mais il y a un programme équivalent, un debugger équivalent qui s'appelle LLDB, qui vient du projet LLVM et qui marche grosso modo pareil, même s'il est un peu moins bien. Du coup, là, je vais lancer LLDB sur mon Franken.php. Donc, je lance le debugger. En deuxième paramètre, c'est juste la commande de mon programme que je veux démarrer. Donc là, la commande PHP serveur qui lance un serveur PHP local de Franken.php. Ensuite, j'appuie sur R comme run pour lancer le programme. OK. Et du coup, de mon fichier index.php, c'est le même reproducteur que tout à l'heure. Vous voyez là, hop, il y a mes 3 lignes. OK, je lance. Je charge. J'ai un slip 1, donc ça prend un peu de temps. OK, de base, ça marche correctement. Et en fait, dans les bug reports, les utilisateurs disent que ça marche que quand j'appuie plein de fois sur refresh. J'appuie plein de fois sur refresh. Je regarde. Ah, tiens, ça a planté. Ça a planté. Et là, j'ai une stack trace du programme C où je vois que ça plante dans Xdebug. Grosse info déjà, ça ne plante pas dans PHP, mais dans Xdebug lui-même. Et je vois que ça plante au moment, grosso modo, où il y a quand même un truc qui me met sur la piste. Après, il faudra lire le code. Error reporting overridden. Mais moi, j'ai appelé la fonction error reporting. Déjà, là, j'ai quand même beaucoup plus d'informations que juste ça plante quand j'installe Xdebug. Alors ensuite, je peux lancer la commande BT du shell de GDB ou de LLDB qui permet d'avoir une backtrace. Je la lance. Et là, mon CPU à moi aussi, il chauffe. Et vous voyez, c'est lent. Pourtant, mon Mac, il n'est pas si vieux que ça. Après, vous pouvez me sponsoriser pour en acheter un nouveau. Hein. Bon, allez. CTRL-C pour killer ça. Oula. Effectivement, il a mis longtemps à mettre une backtrace parce que j'ai l'air d'avoir une récursion infinie. Et ZIF, ZYF, c'est le préfixe qui est donné à toutes les fonctions PHP écrites en C dans le moteur d'exécution. Xdebug Error Reporting, il a l'air de s'appeler lui-même. Beaucoup de fois. Les utilisateurs disent ça plante, j'ai le CPU à 100%. Commence à avoir une idée de ce qui se passe. Oui. Donc, n'hésitez pas à aller voir la doc de GDB. Il y a plein de petites fonctionnalités comme ça qui sont pas mal. On peut entre autres mettre des breakpoints, on peut avoir plein de trucs dans ce goût-là. Et vous pouvez aussi utiliser des outils comme VS Code ou comme CLion, qui est l'équivalent de PHP Storm pour C, où là, vous avez complètement une interface graphique, comme avec Xdebug, qui permet de débugger tout ça de la même manière, qui peut être assez pratique aussi. Sur un serveur en prod, c'est quand même bien de savoir utiliser l'outil en ligne de commande, parce que vous aurez du mal à installer CLion ou PHP Storm sur votre serveur de prod. Okay. Alors, il y a des cas où on ne peut pas utiliser GDB, même si c'est vraiment le plus pratique. Pour ça, du coup, il y a d'autres techniques pour essayer de trouver les infos. Déjà, on peut activer les niveaux de log les plus élevés pour essayer d'avoir une idée de ce qui se passe, vaguement. Ensuite, il y a un truc encore mieux, c'est qu'on peut activer les core dump. Le système d'exploitation, il est capable de garder les stack traces
Même si on n'a pas d'outil de débugage d'activer, ça s'active avec cette commande, là, ulimit -s -c unlimited. Et ensuite, on va pouvoir exporter le core dump sur une autre machine, éventuellement récupérer les symboles de debug, même s'ils n'étaient pas installés sur la machine de prod. Ça, c'est pratique, entre autres sur Debian. On peut avoir une machine avec juste les versions de prod, exporter le core dump, installer les symboles de debug, lancer la stack trace avec GDB, on va avoir une stack trace. Ça, c'est magique. Et ensuite, il y a plein d'autres commandes fournies par Unix, genre lsof qui permet de savoir la liste des fichiers ouverts et des appels réseau faits. Donc, si vous voyez par exemple que le programme il bloque et qu'il y a un fichier ouvert et que ce fichier il a un problème, bon, bah, ça vous donne une grosse idée d'où est le bug. Et strace qui permet de savoir tous les appels système faits par un programme, quel que soit le langage de programmation. Pareil, on peut vite voir que c'est un appel réseau, un appel fichier qui bloque. Et bien sûr, top, htop pour voir le CPU. OK. Étape numéro 3, maintenant qu'on a une stack trace et qu'on a on sait à peu près où ça plante. Bah, ça va être, là, il n'y a pas de secret, de se documenter, de lire la doc, de lire le code, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc là, nos projets, Symfony Docker et Laravel Octane qui planquent, ils utilisent FrankenPHP. FrankenPHP, contrairement à la plupart des autres moteurs d'exécution de PHP, il utilise des threads POSIX et non pas des systèmes, des process cloisonnés pour lancer PHP. C'est obligatoire à cause du mode de fonctionnement de Go. Et du coup, pour utiliser les threads avec PHP, on est obligé de compiler PHP avec le support de ce qu'on appelle le Zen Thread Safety. Du coup, c'est la possibilité d'avoir une version thread safe de PHP, ce qu'il n'est pas par défaut. Toutes les extensions, en théorie, sont compatibles avec les deux modes et doivent être compilées pour les deux. Sauf que le mode thread safe, il est un peu moins populaire. Si vous voulez débugger PHP, contribuer à PHP, écrire des extensions, etc., il y a un super livre gratuit qui s'appelle PHP Internals Book, gratuit et libre, qui donne plein d'informations sur comment ça marche. Là-dedans, bon là, il n'y a pas de secret, il faut le lire, hein, ou en tout cas en lire une partie, mais on a vraiment beaucoup d'infos sur ce genre de choses. Entre autres, on nous explique que le mode classique dit NTS de PHP, PHP FPM par exemple, va lancer plusieurs process qui vont être des process complètement séparés. Et il va traiter les requêtes HTTP de manière séquentielle dans chacun de ces process. En revanche, le mode ZTS, celui utilisé par FrankenPHP, on va avoir un seul process qui va lancer le moteur d'exécution PHP dans des threads. Et du coup, en parallèle, on va pouvoir avoir plusieurs requêtes de traiter. Par exemple, une requête traitée ici, puis une requête traitée en parallèle, qui vont pouvoir se chevaucher un petit peu. Moi, je trouve que ce diagramme, il ressemble assez fort à ma stack trace GDB de tout à l'heure. Bon. Alors, ensuite, ils nous disent aussi dans ce livre, hein, OK, en mode ZTS, ton extension, tu n'as pas le choix, il faut qu'elle supporte les deux, parce qu'il peut y avoir l'utilisation des deux. OK. Ensuite, on va essayer de lire un peu le code source de Xdebug, d'essayer de trouver ce qui se passe, élaborer quelques théories. En plus, on a les sources, donc on va pouvoir les tester. Et en cherchant dans le code source de PHP de Xdebug à partir de la backtrace, on trouve cette fonction. On se rend compte qu'en fait, Xdebug, il écrase la fonction error reporting pour ajouter des fonctionnalités en plus. On peut faire ça dans une extension PHP. On peut remplacer une fonction d'origine. Et ce qu'il fait par contre, c'est que quand une requête démarre, il remplace par sa fonction. Et quand elle s'arrête, il remet la fonction d'origine. Donc, il garde quelque part une référence à la fonction d'origine. OK. Et ça, c'est aussi documenté, comment on fait ça. Dans le PHP Internals Book. Sauf que, dans le PHP Internals Book, ils ne font pas du tout pareil que dans Xdebug pour faire ça. Eux, ils font une fois au démarrage de l'extension, pas à chaque requête comme ça. OK. Du coup, l'étape d'après, c'est de tester nos théories, d'essayer d'écrire un patch. Ce que j'ai fait, je ne vais pas vous montrer le patch en entier, mais grosso modo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le livre PHP Internals Book, et j'ai dit, OK, je vais essayer de revenir comme le truc qui dit d'origine. Et bam, ça règle le problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, ce qui se passait, c'est qu'en mode ZTS, du coup, je peux avoir plusieurs requêtes en parallèle. Donc, j'ai une première requête qui commence. La fonction error reporting, elle est remplacée par celle de PHP. Et au même moment, à ce moment-là, j'ai une deuxième requête qui commence. La fonction error reporting, qui est déjà celle de Xdebug, elle est remplacée par celle de Xdebug. À la fin, il restaure celle d'origine, mais qui en fait était changée, qui est déjà celle de Xdebug. En fait, j'ai un problème de sûreté de mes variables globales. Et du coup, j'ai une récursion infinie, parce qu'ensuite, quand il appelle la fonction qui elle-même appelle la fonction d'origine, en fait, il s'appelle lui-même, boucle infinie, ça explose. Pourquoi il n'y avait pas le bug avant? Bonne question. Je n'ai pas été jusque-là. Il y a un truc dans PHP qui a changé, qui a déclenché ce problème, qui a toujours été là, mais on ne passait pas par là avant. Bon, du coup, ce que j'ai fait dans Xdebug, c'est que j'ai juste transformé le système pour avoir des variables
protéger thread safe, vraiment global, et surtout remplacer le remplacement de la fonction, le faire uniquement au démarrage de l'extension une fois, plutôt que dans chaque requête, et éviter d'avoir ce conflit de concurrence. Voilà, du coup, en résumé, première étape, c'est quand même vraiment la communication. Vous voyez, le premier bug report au tout début, il avait raison, il y avait vraiment un problème, sauf qu'il était tellement mal foutu que le mainteneur du projet, il a clos le truc et on n'a pas cherché son problème. Par contre, après, avec les utilisateurs qui ont envoyé des bug reports mieux, avec des reproduceurs, avec les mainteneurs qui ont communiqué entre eux, etc., on a déjà eu une bonne idée de vers où chercher. Donc, bien évidemment, l'étape 0, c'est d'avoir une communication qui soit la meilleure et la plus fluide possible. La deuxième étape, c'est d'arriver à créer un reproducteur minimaliste. Ça, c'est vraiment le top du top. Ça va permettre de faire des bons bug reports. Ensuite, c'est de ne pas chercher à l'aveugle. L'étape 2, c'est d'utiliser les bons outils. Là, on en a vu quelques-uns. GDB, c'est vraiment très bien, mais avec LSOF, etc., et Strace, on peut déjà faire des miracles pour essayer de voir ce qui se passe. Parce qu'à l'aveugle, on ne trouvera jamais, en fait. Ou en tout cas, ça va être extrêmement long. On a des outils super puissants, autant les utiliser. La troisième étape, c'est la plus longue, mais aussi la plus intéressante, à mon avis. C'est qu'après, il faut se documenter, voir comment c'est fait, etc., pour comprendre ce qui se passe. Ceci dit, déjà, si on s'arrête à l'étape 2 et qu'on fait un bug report avec un reproduceur et éventuellement une stack trace, bon, bah, ça va être beaucoup plus facile pour les mainteneurs du projet open source et il y a beaucoup de plus grandes chances que ce soit réglé rapidement, ce problème. Étape 4, d'essayer des théories, développer des théories, voir si c'est ça ou pas, et de manière itérative. Et puis le top du top, l'open source et le logiciel libre, c'est un travail communautaire qui est fait majoritairement par des bénévoles qui ont pour but de créer des communs, passer de pouvoir contribuer au projet et que voilà, de renvoyer les projets open source, de renvoyer des patchs aux projets open source, et encore mieux si vos entreprises peuvent payer les mainteneurs pour l'émerger et peuvent vous donner du temps pour terminer. Merci à tous. On a quelques minutes pour des questions. Bonjour, merci beaucoup. J'ai peur de dire un gros mot, mais est-ce que dans le schéma de résolution des bugs en général, pour toi, il y a de la place pour l'intelligence artificielle? Parce que tu ne l'as pas évoqué. Bonne question. J'ai envie de dire oui, parce que à l'étape 0, en fait, sur la plupart, malheureusement, la plupart des bug reports sur les gros projets open source, je pense à Symfony, Laravel, ce genre de trucs, c'est juste des gens qui n'ont pas lu la doc ou qui n'ont pas cherché 10 minutes sur Google ou autre quel problème ils pouvaient avoir et comment le corriger. Et ça fait perdre un temps énorme aux mainteneurs, alors que les outils comme ChatGPT, même maintenant GitHub Copilot, donnent des réponses qui sont pas trop mal là-dessus. Du coup, en termes de filtrage, honnêtement, ça fait quand même un bon boulot, donc ça peut servir. Alors après, plus on va partir sur quelque chose de spécifique, vu que c'est des outils qui sont basés sur l'apprentissage, là quand même, ChatGPT et compagnie, moins ça va aider. Clairement, là, ce bug-là, on peut essayer, mais c'est à peu près sûr qu'une IA, elle ne saura pas le résoudre tout seul, parce que c'est vraiment beaucoup trop spécifique et qu'il n'a pas assez de données pour s'entraîner là-dessus. Pour des bugs plus généralistes, j'ai envie de dire, ça ne coûte rien d'essayer avec l'IA. Si elle le corrige, bah, tant mieux, tout le monde a gagné du temps, et puis si elle ne le corrige pas, on peut repasser à ces étapes plus manuelles, quoi. Ouais, je ne sais pas si ça répond trop à la question. Mais... Ouais, bah, disons que moi, j'utilise peu ces outils. Les collègues les utilisent plus. Mais je dirais que oui, ça fait partie de l'étape de recherche avant d'ouvrir un rapport de bug, en tout cas, ouais. Merci beaucoup, Kevin. Moi, j'avais une question. Tu parlais un peu de la temporalité entre les deux premières remontées de bugs. Combien de temps ça a pris entre le tout début? Combien de temps ça t'a pris toi pour corriger le bug, etc. Bonne question, mais je crois qu'on peut voir. Je sais plus, mais quelques mois hein, quand même. Ouais, tu vois, la première issue, c'est en décembre 2023. Et la correction, tout à la fin, elle émergeait il y a 2 semaines, mais c'est une vieille capture d'écran, donc ça marche pas. Le 28 mars.
Bon, alors après, la correction elle-même, en soi, elle prend pas un temps fou, hein. Le truc qui prend du temps, c'est l'attente pour le contributeur, malheureusement. Le temps que moi, de mon côté, je me mette à débugger le truc, puis ensuite le temps d'échanger un peu avec Derrick, parce qu'on a échangé pas mal sur le sujet. Finalement, en termes de temps de code, il y a peu de temps. Il y a peut-être une journée de boulot à tout casser. Mais les délais, c'est surtout le temps que ce soit traité, quoi. Merci beaucoup. Dernière question. Bonjour. Je suis pas arrivé à l'heure au début du talk, mais tu as parlé tu étais dans le contexte de Docker, de container, dans les étapes de compilation de PHP et autres. J'ai pas vu à quel niveau tu te positionnais pour recompiler le PHP. Parce qu'en fait, j'ai eu typiquement un souci presque similaire, mais dans mon cas, en fait, je devais résoudre un souci de process zombie en PHP où j'avais des scripts qui s'appelaient entre eux et il fallait que je mette, que je trouve une sorte de breakpoint dans la construction de l'image Docker en fait. Donc je ne sais pas trop dans ton cas quand tu compilais PHP à quel niveau Docker intervenait et je sais pas. Ouais, ça c'est une très bonne question. Effectivement, là au début, je me disais c'est peut-être Docker. Mais alors, dans le processus de création du reproducteur minimaliste, moi je préfère toujours partir d'une installation locale sur ma machine pour exclure Docker. C'est-à-dire que si j'ai le bug sur ma machine, ce qui était le cas là, c'est que Docker n'a rien à voir là-dedans. Si ce n'est pas le cas, l'étape d'après, c'est effectivement d'essayer de finalement rajouter les briques pour arriver au truc le plus proche possible de ce qui se passe en prod et de rajouter Docker. Du coup, tout ce que j'ai montré là, ça marche très bien dans les images Docker. Hein, et c'est pour ça que c'est aussi pratique de savoir utiliser GDB en ligne de commande. Parce que dans un conteneur Docker, c'est possible de l'utiliser. Il y a juste un flag à lancer au moment du lancement du conteneur pour désactiver la sandbox de sécurité, mais ça se fait bien. Ça peut être nécessaire de le faire dans les images Docker. D'ailleurs, à ce sujet, je maintiens un petit projet open source qui est une image Docker qui contient tout ce qu'il faut pour compiler PHP, les extensions GDB préconfigurées, etc. pour ce genre de cas, qui est dispo sur mon GitHub. Et du coup, avec cette image Docker-là, il y a tout ce que vous voyez là-dedans, utilisable dans le contexte de Docker, qui est facile à utiliser. Merci beaucoup, Kevin. Merci à vous, bonne conférence.